Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'intro pour la simple et bonne raison que ça va être un épisode solo. Donc un épisode qui m'a été demandé par pas mal d'entre vous, et ça concerne mon parcours. Alors j'ai déjà été invité sur 3 podcasts dans lesquels j'ai parlé de mon parcours, notamment celui de Tony et Yann des Gentlemen Investisseurs, celui de Thibaut, aussi de Bye Bye Patron, et Ismaël de La Bonne Fortune. Sauf qu'entre-temps, il y a eu pas mal de changements. Voilà, j'ai racheté des apparts, j'ai changé plusieurs fois d'employeur et j'ai aussi créé ce podcast. Donc il y a pas mal de nouveaux auditeurs qui me connaissent pas vraiment. Et je me suis dit, quoi de mieux pour me présenter que de me poser les questions, les mêmes questions qu'à mes invités. Donc c'est parti, on va commencer de suite. Donc qui suis-je en moins d'une minute? Donc moi je m'appelle Romain, j'ai 31 ans, ça fait 11 ans que je travaille en banque, je suis passé par tous les postes et là à l'instant T je suis chargé de clientèle large pro. Donc je gère une clientèle de professionnels qui fait un chiffre d'affaires minimum de 800 000 euros et j'ai des boîtes voilà qui montent jusqu'à 2, 3, 4 millions. Et même pour certaines, je monte jusqu'à 9 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que quand j'ai pris ce poste, c'était pas mal de challenges. Mais en tout cas, c'est cool. À côté de ça, je suis investisseur immobilier. Voilà, j'ai 8 lots, plus ma résidence principale. Je suis un grand sportif et compétiteur dans l'âme. Et enfin, je partage ma vie avec une personne qui me donne envie de me surpasser au quotidien. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré en moi, l'envie de se surpasser. Mais là, depuis que je partage ma vie avec cette personne, j'ai encore plus envie de me surpasser. Donc voilà pour la petite présentation. Ensuite, les 2 questions communes que je pose à chaque invité, la première étant qui m'a inspiré dans ma vie et pourquoi. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré tout au long de ma vie. Les premières personnes, c'est mes parents. Voilà, ma mère qui vient d'un milieu défavorisé et qui a toujours voulu qu'on s'en sorte. Déjà, elle a toujours voulu s'en sortir, elle, de son côté, et elle a toujours voulu le meilleur pour nous. Et mon papa, qui lui m'inspire aussi au quotidien parce qu'il sait tout faire. Voilà, quand je dis qu'il sait tout faire, c'est il est hyper manuel, il touche à tout, il est aussi vachement cérébral. Voilà, il réfléchit à tout, il pense à tout, donc je le respecte à ce niveau-là. Et puis voilà, ils nous ont toujours donné beaucoup d'amour, beaucoup de valeur. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, voilà, je cite mes parents. Ensuite, il y a 2 personnes en particulier qui sont Tony et Yann. En fait, c'est des copains investisseurs qui sont sur la lune, hein. Faut pas se le cacher, en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat. Et pourtant, ça reste des personnes qui sont simples, qui sont dans le partage, et je trouve que c'est hyper inspirant. Ils pourraient tout garder pour eux, mais non, ils le partagent au travers de leur podcast et des masterminds qu'ils organisent et auxquels j'ai participé. Et je trouve qu'au contact de personnes comme ça, on a toujours envie de se dépasser et on repart boosté à chaque fois. Et puis ensuite, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent au quotidien, que ce soit ma famille, ma conjointe, mes amis, les gens que je rencontre au quotidien. Voilà, ça peut être en soirée, ça peut être en mastermind IMO, ou même au travail. Moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et par contre, j'essaie de m'éloigner un petit peu des personnes qui ont tendance à se plaindre tout le temps et qui se trouvent toujours une excuse. Donc voilà, ça peut paraître égoïste, mais sans parler de business, moi je parle de la vie en général. J'aime bien rencontrer et parler avec des gens qui sont plutôt positifs. Je trouve que la vie est tellement courte, il y a tellement de choses à faire et c'est peut-être méchant, hein, mais si c'est pour s'entourer de personnes qui te tirent vers le bas, je trouve que voilà, tu vivras jamais vraiment ta vie et que voilà, et ma philosophie à moi, c'est de m'entourer de personnes qui me motivent, voilà, de bonnes personnes et puis vivre ma vie à fond. Et ensuite, on enchaîne sur la deuxième question, qui sont les valeurs auxquelles je tiens et qu'on m'a transmises. Donc j'en ai plusieurs, mais en ayant travaillé ce podcast, j'en retiens 2 particulières. La première, c'est ma famille, mes amis et mon entourage, les gens auxquels je tiens. Pour moi, il n'y a rien de plus important que l'entourage. Et je pourrais tout donner pour ces personnes-là. J'ai été élevé comme ça et j'avoue que je pourrais pas vivre autrement. Et ça fait partie de mon gros pourquoi dans l'immobilier et dans le business. Voilà, moi je veux être libre pour profiter d'eux. Et la deuxième valeur à laquelle je tiens, c'est le dépassement de soi. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être mes parents, voilà, qui à l'époque m'ont pas mal soutenu, même forcé entre guillemets, on va dire, voilà, d'être toujours bon à l'école. Et tout ce dans quoi je me lance, il y a pas de demi-mesure. C'est soit je donne tout, soit je donne rien. Et par contre, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond, je fais pas semblant.
Là, en l'occurrence, le sport, la nutrition, l'immobilier, c'est des choses que j'aime et dans lesquelles je suis à fond. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Donc voilà un petit peu pour les deux valeurs auxquelles je tiens. Ensuite, vous parlez un petit peu de mon parcours. Moi, j'ai intégré le lycée à l'époque en sachant déjà que je voulais être banquier. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu 14 ans, j'ai passé le BSR et puis mon papa m'avait acheté une petite, enfin même pas, on n'a même pas acheté, mais on nous l'a donné, une petite mobilette. Et en fait, j'allais régulièrement à la pompe à essence et à chaque fois j'avais des espèces, sauf que ça coinçait un petit peu, donc je suis allé chez le banquier pour pouvoir avoir une carte bleue. Et puis j'ai adoré le rendez-vous avec le banquier. Je trouvais que voilà, il y a eu une aisance. Je lui demandais qu'il me parle un petit peu de son quotidien. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc c'était plutôt une vocation à l'époque. Et ce rendez-vous bancaire, voilà, il a provoqué beaucoup de choses en moi et c'est ce qui fait qu'ensuite je me suis lancé dans la banque. Donc voilà, comme je disais, j'ai intégré le lycée, moi une filière S, option sciences de l'ingénieur, en sachant déjà que je voulais être banquier. Donc j'étais dans une classe de 36 élèves et j'étais délégué en terminale, délégué de ma classe. Et je me suis retrouvé à un conseil, je sais plus si c'était le 2 ou le troisième, je crois que c'était le troisième conseil de classe, où les profs disaient bah écoutez, on a 36 élèves et on en a 6 qui veulent partir dans des filières commerciales. Moi j'en faisais partie, hein. Je voulais pas du tout être ingénieur, ça m'intéressait pas du tout, je trouvais ça inintéressant. Et je me souviens des profs voilà qui disaient bah cette année on a un peu loupé le coche. Sur 36 élèves, il y en a 6 qui veulent aller dans des filières commerciales. Et puis à ce moment-là, ils se sont retournés vers moi. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais j'étais un peu sous la lumière des projecteurs. Et puis voilà, moi je leur ai dit clairement ce que mon papa m'avait répété tout le long de ma scolarité, c'est que ok, j'étais parti dans une filière S, option sciences de l'ingénieur, mais je voulais pas du tout faire ça. Mais par contre, le fait de faire un bac S à l'époque me fermait aucune porte. Donc c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Donc ça leur plaisait pas trop, mais moi après je m'en tamponne. Hein. Et suite à l'obtention de mon bac, option sciences de l'ingénieur, je suis parti en DUT GEA, donc gestion des entreprises et administration. À la fin de ce DUT, j'ai fait un stage en banque de 2 mois qui a vraiment confirmé ma vocation pour la banque. J'ai adoré ce que j'ai fait à l'époque. Et puis il s'en est suivi une licence en alternance en banque. Et ça a été marrant à l'époque parce que j'ai fait plusieurs entretiens. J'ai fait entretien à la Banque Pop, j'ai fait entretien au Crédit Agricole, j'ai fait entretien à la Banque Postale et à la BNP. Et en fait, j'ai été pris dans les 4 banques. Les 4 banques me voulaient absolument. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi à l'époque la Banque Pop ? Bah, tout simplement, je pouvais choisir mon école. Donc j'avais choisi mon école qui était à côté de chez mes parents. Et l'agence dans laquelle j'ai pu faire mon alternance était aussi à côté de chez mes parents. Donc c'est bête et méchant, hein, mais la BNP par exemple me voulait absolument. Ils voulaient même me payer plus cher en alternance, chose que je pensais même pas possible. Mais en fait, ils me proposaient l'école à Saint-Thé et l'alternance aussi en agence à Saint-Thé. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà, je suis parti à la Banque Pop et j'aimerais faire un petit aparté. À l'époque, je connaissais pas du tout un entretien collectif. Donc en fait, je me suis pointé le jour de l'entretien. Enfin, je pensais que c'était un petit entretien que j'allais passer pour une alternance. Et en fait, quand je suis arrivé, on était une vingtaine autour d'une table qui était disposée en U, avec au milieu, bah, du coup, les recruteurs. Et là, ils nous ont dit une chose. Ils ont dit, bah écoutez, on va vous scinder en 2 groupes et on va faire un entretien collectif. Donc en fait, ils nous ont séparés chacun dans 2 salles différentes. Et c'est vrai que sur le coup, moi j'étais un peu choqué. Je me suis dit alors, je viens pour un petit entretien avec un recruteur et en fait je vais me retrouver avec une dizaine de personnes. Sur le coup, je savais pas trop. Je me disais putain, il va falloir qu'on se batte et tout. Enfin, ça va être compliqué. Et pendant qu'ils nous ont laissés dans la salle, il y avait 2-3 personnes qui disaient ouais, bah moi je sais ce que c'est un entretien collectif. J'ai des potes qui ont fait le même et tout. Je sais c'est quoi le sujet, etc. Moi, je savais pas du tout. Et en fait, le sujet était le suivant. Il a été coupé en 2 choses différentes. Donc la première, il fallait qu'on choisisse une personne ou une personnalité qu'on aimait bien et expliquer pourquoi. Voilà, en 30 secondes à 1 minute. Donc moi, je me souviens qu'à l'époque, voilà, certains avaient choisi, je sais pas, leurs frères, leurs sœurs, des personnalités, des stars, etc. Moi, j'avais choisi Steve Jobs parce que je m'étais déjà passionné un petit peu par ce qu'il avait fait au niveau d'Apple.
Voilà, il avait créé Apple à l'époque. Derrière, il s'est fait virer. Ensuite, on est revenu le chercher. Il a fait décoller la boîte, etc. Donc, je trouvais que c'était une personne hyper inspirante. Donc voilà, j'avais expliqué ça. Et puis, l'autre partie de l'entretien, c'est que les recruteurs nous ont dit, bah écoutez, vous êtes sur une île déserte. Vous êtes les personnalités ou les personnes que vous avez choisies. Donc moi, en l'occurrence, j'étais Steve Jobs. Et en fait, vous êtes écrasé. Voilà, votre avion s'est écrasé sur l'île déserte, pardon. Et vous devez construire un radeau. Sauf que sur ce radeau, il y a que 2 personnes qui puissent partir. Et il faudra choisir les 2 personnes. Et en fait, là, il y avait 3 recruteurs, je me souviens, qui nous ont dit, bah allez, c'est parti. Vous avez, je crois que c'était 5 ou 6 minutes pour trouver qui doit partir. Donc je me souviens, je sais pas pourquoi, c'était inné en moi. J'ai parlé en premier. J'ai dit, bah écoutez, on va essayer de structurer ça. On va essayer de faire un petit vote et dire pourquoi, enfin quelle personne on choisit et pourquoi. Et je me souviens que moi à l'époque, j'avais dit bah je choisis, je sais plus, j'avais choisi 2 personnalités qui étaient dans le groupe. Et je m'étais pas choisi moi-même et j'avais expliqué pourquoi. J'avais dit bah moi écoutez, je choisis telle et telle personne, je me choisis pas. Pourquoi? Parce que voilà, elle pourra ramener quand ces personnes vont revenir sur le continent, elles pourront apporter telle et telle chose, etc. Et je me souviens qu'il y a voilà les mecs qui savaient ce qu'était un entretien collectif et qui en avaient déjà entendu parler. Eux, ils étaient butés, ils voulaient absolument que leur personnage parte sur le radeau, etc. Et c'est marrant parce que du coup, à la toute fin d'entretien, on avait quand même réussi à trouver 2 personnes pour partir. Et les personnes voilà qui connaissaient les entretiens collectifs et qui s'étaient butées à vouloir choisir leur personnage, bah, c'est les personnes qui n'ont pas été retenues. Donc voilà, c'était marrant et en petit entretien collectif, voilà, suite à ça, on était une vingtaine. Ils ont choisi 7 personnes. Et puis petit coup de stress à l'époque parce que j'ai été la 7e et dernière personne qu'ils ont appelée. Et ensuite, voilà, on a refait un entretien individuel et suite à cela, bah, j'ai été retenu pour faire mon alternance. Mais bon, c'était les premières expériences d'entretien et honnêtement, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Sinon, voilà, suite à cela, donc une fois que j'ai fait mon alternance, donc j'ai fait mon alternance, j'ai été embauché à la Banque Pop. Et en fait, je me rappelle, on m'a dit OK, bah on t'embauche, mais par contre, faut que tu ailles dans telle ville. Donc moi, à l'époque, j'habitais une petite ville du 42 et j'ai été embauché dans le Puy-de-Dôme, dans le 63, dans une ville qui était complètement morte et déserte. Clairement, une ville où il y avait plus d'activité industrielle, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai accepté. En fait, j'ai bougé de chez mes parents. Donc le premier poste que j'avais, là ça fait 11 ans que je suis en banque et en fait je suis passé par tous les postes. Voilà, j'ai fait de l'accueil, j'ai été conseiller particulier, j'ai été conseiller pro, maintenant je suis conseiller pro, on va dire plus ou haut de gamme, peu importe. Et à l'époque, on m'a embauché à l'accueil et je me souviens que j'ai eu des évolutions, on va dire tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait plus que ce qu'on m'a demandé. J'ai toujours été présent, voilà, pour aider les collègues, pour les soulager dans leur travail. J'ai aussi remplacé pas mal de collègues qui étaient en arrêt de travail. Donc ça, c'était un gros point fort dans ma carrière. Pourquoi? Parce que bah déjà, mon tout premier poste à l'accueil, quand j'ai été embauché, j'ai une collègue qui est partie en burn-out, qui était conseiller particulier. Et je me rappelle, mon chef d'agence arrivait à trouver personne pour la remplacer. Je lui ai dit, bah écoute, il s'appelait Franck à l'époque, je lui ai dit, bah écoute Franck, ce que je te propose, je prends son poste le temps qu'elle soit absente. Donc voilà, elle a été absente 5-6 mois. Et derrière, tu retrouves quelqu'un à l'accueil en intérim. C'est vrai que c'était plus simple à l'époque de trouver quelqu'un en intérim que de trouver quelqu'un qui puisse faire le job de ma collègue. Donc mon chef a accepté. Voilà, c'est vrai que c'était pas mal de stress moi à l'époque parce que voilà, je passe de l'accueil à temps plein au bureau. Et en fait, bah, la mission s'est super bien passée. Commercialement, voilà, j'ai pas mal réussi, j'ai appris plein de choses. Et suite à cela, en fait, ma collègue est revenue. Moi, de mon côté, j'ai repris mon poste d'accueil pour 1 ou 2 mois. Et en fait, derrière, bah, j'ai évolué. Donc, je suis passé chargé clientèle particulier. Donc, je gérais les clients salariés, mais à mi-temps, parce qu'en fait, les matins, j'étais à l'accueil et les après-midi, j'étais en rendez-vous avec mon petit portefeuille client. J'ai demandé à l'époque une mutation pour pour aller sur le secteur lyonnais, chose qui a été acceptée. Donc j'ai pris le même poste et dans l'agence où je suis arrivé, eh ben c'était un peu la cata. Pourquoi? Parce que c'était une agence de 3 personnes. Donc moi à l'accueil, une collègue qui gérait des clients patrimoniaux et mon directeur d'agence.
Sauf que quand je suis arrivé, ma collègue était en arrêt de travail parce qu'elle avait des gros soucis de santé. Ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai géré d'entrée de jeu l'accueil les matins et l'après-midi, je gérais mon portefeuille client plus son portefeuille à elle. Donc j'ai énormément gapé en compétences parce que là, je travaillais dans les Monts d'Or à Lyon, Dardy pour pas citer, et c'est vrai que c'était une clientèle qui était très très haut de gamme, très aisée. Donc voilà, je suis énormément remonté en compétences sur tout ce qui est épargne financière, voilà, assurance vie, compte titre PEA, etc. Et du coup, bah voilà, j'ai toujours été force de proposition parce que c'est moi qui à l'époque m'étais proposé pour récupérer son portefeuille en plus du mien. Donc je vous cache pas que c'était pas mal de boulot, mais par contre derrière, voilà, une fois je pars en congé, je reviens et là mon chef d'agence me dit bah viens dans mon bureau, faut qu'on parle. Et je reviens et là il me dit bon bah écoute, ça s'est fait pendant tes vacances, dans 2 semaines t'es plus là, t'évolues sur un poste de chargé de clientèle particulier mais à temps plein. Donc encore une fois, voilà, j'ai évolué. Là, cette fois-ci, c'était en moins d'un an. Donc, je suis passé toujours dans l'Ouest lyonnais. Là, c'était dans l'Ouest lyonnais plutôt. Je suis passé chargé de clientèle particulier à temps plein. Donc, je gérais à peu près 1500 clients à l'époque. Et ouais, je gérais 1500 clients à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était du sport, on va dire. Et en plus de ça, voilà, j'ai des collègues qui toujours ont été en arrêt, etc. Donc, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Et suite à cela, j'ai une collègue qui voulait évoluer sur un poste de management, et cette collègue elle était chargée pro dans mon agence, et ils ont essayé de recruter 2 personnes pour la remplacer. En fait, les 2 recrutements ont capoté, et à l'époque moi j'étais binôme avec ma collègue de l'accueil. Je lui ai dit bah écoute, viens, on va aller parler à la chargée pro. Et en fait, bah voilà, clairement, ça s'est fait, une discussion de couloir. Je lui ai dit, écoute, moi, je prends ton poste de chargé pro. Comme ça, toi, derrière, tu peux évoluer sur le poste que tu souhaites de management. Donc, je me rappelle, ça s'est fait comme ça à l'époque. C'était, c'était un peu particulier, mais c'était marrant. Et du coup, je lui ai dit, moi, j'évolue sur ton poste. Ma binôme évolue sur le mien. Et comme ça, vous aurez juste un poste d'accueil à trouver. Donc, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. C'était, incroyable, parce que encore une fois, voilà, on dit toujours pour certains qu'ils ont de la chance. Moi, la chance, j'y crois pas du tout. Euh, Tout arrive pour une bonne chose. Voilà, j'ai toujours évolué. Pourquoi? Parce que j'étais force de proposition. J'aidais les collègues. Je remplaçais des collègues qui étaient absentes. Ou là, en l'occurrence, bah, c'est moi qui me suis proposé sur ce poste-là. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis passé chargé pro en fin janvier 2020. À la très bonne période, puisque février-mars 2020, c'était alors je sais pas si je peux prononcer sur YouTube, etc. Mais voilà, c'était on va dire le confinement et ce qui s'en est suivi. Donc moi, j'ai pas du tout été confiné. Au contraire, à l'époque, je mettais en place pour mes clients professionnels des prêts garantis par l'État. Donc pendant 2 mois, moi, ça a été beaucoup de travail acharné parce que j'avais un portefeuille pro de à peu près 400 clients. Donc c'était du sport de mettre en place les prêts garantis par l'État pour tous ces clients. En plus de ça, j'avais une collègue qui était en arrêt de travail et ma chef d'agence qui est partie en congé mat un petit peu avant le terme prévu. On avait personne pour la remplacer, donc c'est vrai qu'avec mon ancienne binôme, on était 2 pros. Et ben on s'est partagé le taf de ma directrice d'agence et de l'autre collègue pro qui était en arrêt. Donc ça a été sport, sport, sport. Et puis voilà, tout se passait bien sur le pro. Et moi, depuis gamin, en fait, depuis que j'étais ado, que je voulais travailler en banque, j'ai toujours eu dans le viseur le poste de directeur d'agence. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je prenais un poste, je visualisais le poste suivant. Comme quoi, déjà, de un, la visualisation, c'est hyper important. En fait, je me disais tout le temps, ok, j'ai pris ce poste. Par contre, d'ici 2-3 ans maximum, je veux être sur le poste suivant. Et en fait, à chaque fois, bah voilà, je mettais en place les actions, j'aidais les collègues, etc. Et ça me permettait d'évoluer. Et en fait, quand j'ai pris le poste de pro, je savais que derrière, je voulais être directeur d'agence. Et j'avais demandé à l'époque une formation diplômante qui est spécifique à la banque. Hein. C'est le S-Bank qui fait cette formation. Ça s'appelle l'ITB. C'est un équivalent bac+5 qui forme les directeurs d'agence, donc les jeunes directeurs d'agence, ou qui forme les personnes qui ont pour appétence à être directeur d'agence. Donc moi, en l'occurrence, j'étais appétent à être directeur d'agence à l'époque. Voilà, ma direction avait décelé ça chez moi.
Et puis moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, j'ai attaqué cette formation. Donc, comme je suis tombé dans une promo où on était 30% de personnes comme moi qui n'étaient pas directeurs d'agence, qui étaient chargés pro ou chargés part, et qui voulaient évoluer sur un poste de management, poste de directeur. Et les 70%, c'était des 70% restants, c'était des directeurs d'agence de tous les établissements bancaires. Et moi, je sais que quand j'ai attaqué cette formation, ça sentait un peu le roussi dans mon établissement bancaire. Il y avait pas mal de pression. Après, un peu comme d'autres, mais il y avait pas mal de pression. Et je m'étais dit, bah écoute, je passe cette formation. Là, j'en ai pour 2 ans. Ça demande pas mal d'investissement perso. Derrière, je prends un poste de direction d'agence. Et puis ensuite, bah, je partirai dans un autre établissement. Voilà, quand j'aurai fait 1 ou 2 ans sur le poste de directeur d'agence dans mon établissement, je démarche ailleurs et puis voilà, l'herbe sera plus verte ailleurs. En tout cas, c'est la vision que j'avais. Et quand je suis tombé dans la promo de 70% de directeurs d'agence qui disaient, en fait, on discutait pas mal des conditions de travail, etc. Et ils me disaient tous, non mais en fait, ne viens jamais travailler chez nous. Et peu importe l'établissement, à chaque fois, il y avait ce discours qui ressortait. Parce que voilà, c'était 300-400 euros de plus que les autres en termes de salaire. Pour derrière, bah, toujours moins de délégation en agence, toujours moins de pouvoir, plus de gestion, enfin de problèmes RH, plus de pression, aussi bien du côté de la direction que du côté des collaborateurs. Donc, on va dire que mon rêve de devenir directeur à l'époque, c'est un petit peu envolé. Et j'avais commencé, je crois que c'était 2 ans auparavant, non même 1 an auparavant, l'investissement immobilier. J'avais commencé par une résidence principale et puis par du locatif. Pourquoi ? Parce que en fait, en banque, il y a 2 types de postes. Il y a les postes en agence, donc ce qu'on appelle le réseau. Moi, j'ai toujours bossé en agence. C'est les personnes qui sont en contact direct avec la clientèle. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le siège. Donc, c'est les personnes qui bossent, voilà, on va dire pour nous, les chargés de clientèle, qui éditent les offres de prêt, qui créent les produits d'épargne, etc. Et moi, en fait, à l'époque, dans le réseau, il y avait de plus en plus de pression, quel que soit l'établissement bancaire, donc en agence, voilà. Et il y avait beaucoup de collègues qui partaient au siège parce qu'il faut pas se le cacher, au siège, il y a beaucoup moins de pression qu'en agence, voire quasi peu. En tout cas, c'est pas la même pression. Bon, là, il y a pas de pression commerciale. Certes, il y a une petite pression de rendement, mais bon, ça n'a rien à voir avec le commerce. Voilà, tous ceux qui bossent dans le commerce pourront confirmer ce que je vous dis. Et moi, je m'étais toujours promis que, en fait, je choisirais pas la facilité et que le jour où j'en aurais marre de la banque, mais en fait, je quitterais la banque, j'irais pas au siège. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas. Voilà, c'est ce qui avait fait un petit peu mon parcours aussi. Je voulais évoluer moi sur le marché des pros. Pourquoi pas essayer d'être chef d'entreprise un jour. Voilà, j'ai géré mes propres affaires et un chef d'entreprise. En fait, il y a 2 parcours différents. Il y a ceux qui démarchent chefs d'entreprise et qui derrière sécurisent leurs revenus, sécurisent leur patrimoine en investissant dans l'immobilier, en investissant en bourse, voilà, pour pouvoir avoir de une retraite et de 2 des revenus, on va dire sécurisés. Ou il y a les autres qui du coup, bah, ça correspond un petit peu à mon parcours, ceux qui investissent avant dans l'immobilier, dans la bourse, etc., pour pouvoir de une avoir voilà un rendement de retraite et de 2 avoir des revenus sécurisés pour pouvoir ensuite voilà créer son entreprise. Donc moi c'est un petit peu le parcours que j'ai suivi. Donc voilà, en parallèle je m'étais dit voilà je sais que je finirai pas en banque. Je sais que je finirai pas en banque, mais voilà je commence à investir et le fait que voilà je fasse voilà tout ça pour vous dire que voilà j'ai attaqué cette formation de direction pour être directeur d'agence. Et elle durait 2 ans. Et au bout d'1 an, en fait, j'ai dit, bah, ok, je passe mon diplôme dès 1 an là, et j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai cherché un job dans une autre banque parce que c'est vrai que j'avais fait 9 ans dans le même établissement bancaire. Donc j'avais pris à chaque fois des augmentations de salaire pour mes changements de poste. Mais après, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, hein, c'est pas propre à la banque, mais c'est partout pareil. Hein. J'ai des potes qui sont commerciaux, voilà, dans l'industriel, etc. En fait, le gap de salaire, le vrai gap de salaire, se fait quand on change de boîte. Donc moi, je m'étais dit, bah allez, tant pis, mon rêve d'être directeur d'agence s'est effondré. J'ai trouvé une autre passion il y a 2 ans, qui est l'investissement immobilier. Sauf que pour pouvoir investir dans l'IMO, eh ben, il faut être pas trop endetté. Et pour être pas trop endetté, bah, il y a 2 solutions. C'est soit on augmente les revenus, soit on diminue les charges. Moi, de mon côté, j'avais que les crédits liés à mes biens IMO. Donc, je m'étais dit, eh ben, allez, feu gaz, on augmente les revenus. Qu'est-ce que j'avais fait? Bah, j'avais démarché la concurrence, et j'ai trouvé un job
pour lequel j'ai gagné. Alors à l'époque, je crois que j'avais fait un gap d'un peu plus de 1 000 € par mois. Alors attention, 1 000 €, mais avant impôt. Voilà, et toutes primes confondues. Donc je sais que voilà, mon rêve d'être directeur d'agence s'est effondré, mais derrière j'ai trouvé un job qui m'a permis de pouvoir continuer d'empiler des lots. Donc c'était top. Donc voilà un petit peu mon petit parcours en banque, petit parcours dans le salariat. Et puis maintenant, je vais décrire un petit peu mon parcours dans l'investissement immobilier. Donc avant de démarrer, voilà, c'est important à mes yeux, mais j'aimerais préciser que je pars vraiment de rien. J'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu d'argent. Par contre, j'ai eu mieux. J'ai eu des parents qui m'ont toujours aimé, qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, qui m'ont toujours aidé dans les travaux, parce que mon papa est très manuel, ma maman aussi, et il m'aide encore à l'heure actuelle pour les travaux de ma RP. Ils m'ont toujours inculqué plein de valeurs qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà, je tenais vraiment à donner ces petites précisions avant de vous dévoiler mon parcours dans l'investissement immobilier. Donc moi, j'ai démarré assez tard l'IMO. J'ai démarré en 2019, à 26 ans. Alors j'ai pas d'excuses, mais voilà, j'ai démarré à cet âge-là. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on va dire la priorité, moi, c'était ma carrière pro, où j'ai pas mal bougé et j'ai pas forcément pris le temps d'investir. Donc j'épargnais, oui, mais par contre j'investissais pas. Donc j'ai démarré en 2019 avec ma première résidence principale, voilà, qu'on a acheté à deux. C'était une RP située à Lyon que j'ai acheté 170 000 €. Il n'y a pas eu de négo à l'époque car elle était au prix. Elle était même très très bien placée en termes de tarifs. Voilà, donc c'est un investissement qu'on a fait à deux, dans lequel on a mis un peu plus de 14 000 € d'apport. Donc voilà, ça nous faisait 7 000 € d'apport chacun pour payer tout ce qui était frais de notaire, frais bancaires. Derrière, j'ai emprunté 175 000 €. Donc 5 000 € de plus que la valeur du bien. Pourquoi ? C'était pas pour des travaux, mais pour du mobilier. Et j'ai fait ce prêt-là sur 25 ans, qui a été fait à l'époque chez mon employeur. J'ai ensuite empilé en 2020 avec mon premier investissement locatif. Donc c'est un appart qui était affiché à 45 000 que j'ai négocié à 37 800 €. Donc ça, c'est un appart que j'ai dans ma ville d'origine dans le 42. Donc voilà, plus de 7 000 € de négo. Alors c'était marrant à l'époque parce que les personnes qui vendaient le logement, donc c'était en direct. En fait, ils avaient mis le bien en agence, mais sans signer de mandat exclusif. Et pour la petite histoire, moi, j'ai vu qu'il y avait l'annonce avec l'agence. Donc je crois qu'on était à 49 ou 50 000 € à l'époque le prix du bien. Et sinon, à 45 000, c'était les particuliers qui le vendaient. Donc je les ai rencontrés. Ça s'est super bien passé. C'est super bien passé en termes de feeling, mais vraiment. C'était incroyable. En fait, j'ai super bien sympathisé avec les personnes qui vendaient le bien. Et même très bien, puisque c'était des personnes qui habitaient Lyon, mais qui à l'époque vivaient dans la ville où j'ai acheté mon bien. Et en fait, ils avaient eu un petit peu j'ai eu un petit peu le même parcours qu'eux. Voilà, moi j'ai habité cette ville, et après j'ai bougé, pas mal bougé, et j'ai atterri à Lyon pour le boulot. Et eux, en fait, c'était exactement ça. Donc en fait, j'ai pas mal joué sur l'affect là-dessus. J'ai dit aussi que j'étais banquier, donc c'est vrai que ça les a énormément rassurés le fait que je travaille en banque. Je me souviens à l'époque, quand j'ai dit que j'étais banquier, la vendeuse a regardé son mari et ils se sont fait un signe de tête, mais voilà, qui voulait tout dire. Et en fait, par contre, voilà, j'ai fait une négo. Je me rappelle, j'avais fait une négo, je crois que je voulais négocier à 35 000 au début. Bon, direct, je me suis fait jeter. Et après, j'ai fait une propos à 37 800. Je sais pas pourquoi 37 800. Moi, j'avais calculé un prix au mètre carré que je voulais pas dépasser, parce que là, c'était un petit T2 de 33 mètres carrés. Et voilà, je voulais pas dépasser un certain tarif. Et 38 000, à mon sens, à 200 balles près, ça passait pas. Comme quoi, c'est un peu bête. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une propos à 38 000. Et du coup, la vendeuse m'a dit, bon, mais écoutez, on accepte votre propos à 37 800. Mais sachez qu'on a une propos à 38. Mais voilà, qu'on vous choisit vous, de une, parce que voilà, on sait que la situation financière derrière, elle est solide. Et aussi parce qu'il y a eu un très bon feeling. Donc, bon, chance ou pas chance, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir mon premier investissement. Donc voilà, 37 800. Je crois qu'à l'époque, pareil, on avait fait cet investissement à deux. J'ai emprunté 39 000 €. Donc 1 200 € de travaux compris dans le prêt. Et on a mis à deux 4 500 € d'apport, donc un peu plus de 2 000 € chacun pour payer les frais de notaire, les frais bancaires. C'est un prêt que j'avais fait chez mon employeur sans garantie. Et ce prêt me coûtait, il me coûtait et il me coûte toujours 190 € par mois. Donc voilà, j'ai une échéance de 190 € par mois. Et à l'époque, je louais ce bien
en meublé. J'ai fait ça pendant 2 ans et je le louais 380 € par mois. Et voilà, j'ai fait de la location classique pendant 2 ans et je l'ai lancé en location courte durée en 2022 suite à un pari avec une pote, Sonia, que je salue au passage et que je remercie de m'avoir challengé à ce sujet. Parce qu'à l'époque, on a été tous les deux voir le séminaire de Christopher Wangen. Donc ouais, 2020 ou non. Du coup, ce séminaire, non, c'était quand? C'était donc 2022, excusez-moi, quand j'ai commencé la location courte durée. Et en fait, on a été voir, alors je sais plus où c'était, mais il y avait, je crois que c'était 3 ou 4 000 personnes qui étaient présentes. Wangen, Christopher, qui est arrivé un peu à la Johnny sur scène, lui descendait une corde, etc. Donc c'était incroyable. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens lors de cet événement. Voilà, les soirs, on a fait des soirées IMO, etc. Et le lendemain, moi, j'étais venu avec Sonia, on est venus tous les deux parce qu'on était tous les deux de Lyon. Et en fait, le lendemain, on était tous les deux, on marchait dans un parc à Paris. Et on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour se challenger? Et en fait, j'ai dit, moi, j'aimerais bien me lancer en location courte durée, mais j'ose pas, etc. Et c'est elle qui m'a dit, allez, tu sais quoi, là, si ton logement se libère, tu te lances en location courte durée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon logement s'est libéré, parce que je louais un étudiant, donc c'est libéré en mai ou juin. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les draps, etc. Et puis j'ai démarré la location courte durée. Donc c'est vrai que je suis passé de 380 € par mois de loyer à quasi plus de 1 000 € par mois. Donc tout ça grâce à un séminaire. Donc je trouve ça fou. C'est grâce à un séminaire et puis voilà, une pote avec qui on se challenge. Donc trop cool. Voilà, donc c'est un appartement que j'ai payé à l'époque 37 800, 1 200 € de travaux et qui aujourd'hui est valorisé un peu plus de 50 000. Donc il y a une belle plus-value latente, une petite plus-value latente, excusez-moi, mais voilà, on va dire une belle plus-value par rapport au prix du bien. Ensuite, début 2021, deuxième investissement locatif. Donc c'était un T3, toujours dans ma ville d'origine, que j'ai acheté 57 000 €. Il était en vente à 62 000 et j'ai fait 5 000 € de négo. En fait, je me suis super bien entendu avec l'agent IMO qui en fait m'a dit écoutez, on pourrait peut-être faire une petite baisse, etc. Et en fait, moi, quand j'ai entendu le mot baisse, j'ai dit allez, je calcule mon prix au mètre carré, etc. Je lui ai dit vous savez quoi, on baisse de 5 000. Et au début, il me disait que c'était trop. Il m'a dit vous savez quoi, on va essayer, on va voir si ça marche auprès de la vendeuse. Et en fait, agent super compétent, super au top, qui du coup m'a permis de négocier mon prix du bien à 57 000. Donc cet investissement, je l'ai fait seul. J'avais mes raisons, mais clairement l'investissement c'était ma passion et pas celle de mon ex-conjointe. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet investissement seul. J'ai mis 7 000 € d'apport dans le projet, pour les frais de notaire, les frais bancaires. J'ai emprunté 62 000 sur 20 ans. Je précise, mon premier locatif c'était sur 20 ans aussi. Voilà, tout le locatif c'est sur 20 ans. Et là j'avais fait 5 000 € de travaux, donc ça me faisait des échéances de 305 €. Et initialement j'avais fait ce prêt dans une autre banque. J'ai pas fait ce prêt chez mon employeur. Je louais ce bien 550 € par mois, et là à l'heure actuelle je le loue 650 parce que j'ai dissocié le logement et la cave et j'ai augmenté le loyer du logement. Donc voilà, une petite augmentation de loyer de 100 € en 3 ans, c'est sympa. Et cet appart, il est valorisé à peu près, je dirais, 80 000 aujourd'hui, au vu de ce qui se fait sur le marché où je suis. Donc plutôt sympa. Ensuite, toujours sur cette même année 2021, il y a eu pas mal de chamboulements, pas mal de changements. En fait, moi, je voulais gaper. Je m'étais mis en tête d'acheter un immeuble. Donc, il s'est passé 3 choses sur la fin d'année 2021. De une, j'ai signé un compromis pour un immeuble de 3 apparts qui était affiché à 189 000 et que j'ai négocié à 186 000. Donc voilà, j'ai signé ce compromis. En parallèle, moi, je me suis séparé. Donc j'ai revendu ma première RP à Lyon, 195 000, en l'ayant acheté 170. Et puis voilà, avec le capital amorti, etc., je suis reparti avec presque 20 000 € en poche. Et derrière, du coup, toujours suite à cette séparation, j'ai racheté la part de mon premier appartement locatif à mon ex-compagne. Et du coup, des nouveaux frais bancaires, des nouveaux frais de notaire. Cette fois-ci, ça m'a coûté 2500 balles. Alors c'était une petite erreur, mais qui m'a permis d'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, l'investissement immobilier, c'était ma passion, c'était mon pourquoi. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu impliquer ma compagne qui sur le coup m'a dit allez pourquoi pas.
Mais en fait, elle avait aucun intérêt à le faire parce que ça la passionnait pas du tout. C'était moi qui faisais toutes les recherches, c'était moi qui faisais les travaux avec mes parents, c'était moi qui faisais la mise en location, etc., etc., etc. Donc voilà, petite erreur, mais voilà, ça m'a appris de toujours partager des projets avec des personnes qui en ont envie. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, tant pis, on apprend de ses erreurs. Donc là, c'est une petite erreur qui m'a coûté la bagatelle de 2500 balles. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Et vu que je travaillais en fait à l'époque, moi, parce que voilà, j'ai revendu ma résidence principale, et vu que je travaillais dans une ville qui était plutôt chère, Lyon, j'ai dit allez, bah, je vais repasser en location d'un premier temps, au moins une bonne année, histoire d'économiser. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder le prix des loyers, j'ai pris peur. Je me suis dit, ouah putain, je vais payer plus cher que ce que je payais jusqu'à présent pour ma résidence principale. Sauf que là, je vais me retrouver dans un pauvre studio de 15 mètres carrés. Donc, je trouvais ça voilà indécent. Et ben en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis en location et précisément en colocation à quasiment 30 ans. Donc autant vous dire qu'au début, ça choque un petit peu l'entourage, que ce soit les proches, que ce soit les collègues de travail, etc. Parce que généralement, la coloc est associée voilà, aux étudiants. Et moi, en fait, bah, je l'ai fait pour deux choses. De une, pour le côté social, enfin même trois choses. De une, on va dire, pour voilà le fait de pas me retrouver dans un tout petit 15 mètres carrés. Donc voilà, là, le coloc, on peut avoir, on a notre chambre qui est vraiment perso, et puis derrière, on a les espaces communs. Donc voilà, première raison. Deuxième raison, c'était le côté social. On a rencontré du monde, partager un appartement, vivre en communauté. C'est vrai que c'était bien cool. J'avais essayé, on va dire, la coloc à l'époque sur Clermont quand je travaillais du côté de Clermont, et ça avait été plutôt positif. Donc là, j'ai dit allez, je retente. Et surtout, troisième raison, la plus importante, c'est le côté économique. En fait, moi, cette coloc, ça me permettait d'épargner très très fort à cette période, parce que j'avais un tout petit loyer. Clairement, je payais, je crois, 500 balles par mois, alors que si je m'étais mis en location avec les charges, etc., j'en aurais eu quasi pour 800-900. Donc voilà, ça me permettait d'économiser 400 balles par mois. Donc voilà, c'était sympa, belle expérience. Et puis voilà, comme je disais, ça me permettait d'épargner. Par contre, les galères ont commencé parce que du coup, j'avais signé un compromis initialement. J'avais une résidence principale, et en fait, en cours de route, bah voilà, je l'ai mis en vente et je me suis retrouvé en coloc. Donc j'avais signé un compromis pour un petit immeuble, et voilà. Moi, je vous le cache pas, et puis je le sais au sein de mon métier aussi, les financements. Quand on finance du locatif, c'est quand même bien d'avoir sa résidence principale, d'en être propriétaire, ou en tout cas de payer un prêt pour l'être. Et moi, à l'époque, eh ben, j'étais propriétaire, et d'ailleurs, je me retrouve locataire. Donc, j'ai essuyé plusieurs refus de la part des banques pour ce motif-là, et pour l'autre motif aussi, qui est que l'immeuble, je voulais le faire en SCI à l'IS, pour plusieurs raisons. Donc ça, après, si vous voulez, je pourrais détailler ça dans un épisode, mais voilà, plusieurs raisons. J'ai fait ça en SCI à l'IS, dans laquelle je détenais 99% des parts et mon papa 1%. Donc je pouvais, en fait, voilà, clairement, mon papa, je lui mettais 1%, c'était simplement pour être deux, parce qu'une SCI, il faut être deux pour pouvoir l'ouvrir. Et en gros, bah, il fallait que je mette quelqu'un. Et je pouvais pas mettre plus. Et les banques, en fait, elles voulaient que de leur côté, elles voulaient me prêter, mais par contre, il fallait qu'on emprunte à 50-50. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que je donne 50% des parts à mon père, chose qui n'était pas envisageable, parce que nous, on est 3 enfants. Donc après, en termes successoral, si jamais il arrive quelque chose à mon papa, c'est un peu le bordel. Donc voilà, j'ai essuyé plusieurs refus. J'ai même voulu tenter de passer par un courtier. Voilà, j'étais très frileux, de par mon expérience de banquier, de travailler avec un courtier, et au final, bah, voilà, c'est un peu l'image que j'en avais. Ça ne servir à rien. Et financement obtenu de justesse. En fait, par dépit, j'ai traversé la route. En face, il y avait une agence bancaire d'où je travaillais. J'ai poussé la porte de la banque. Et je suis arrivé au guichet. C'était le directeur qui était à l'accueil. Pourquoi? Parce que c'était les vacances de Noël, fin 2021. Ils étaient en sous-effectif. Et du coup, bah, le directeur s'est retrouvé au guichet, et il était tout seul en agence avec une collaboratrice qui, elle, était en rendez-vous. Et je lui dis, bah écoutez, je cherche un financement pour voilà, un projet locatif. Est-ce qu'on pourrait caler un rendez-vous assez rapidement? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, donc ça, c'était le matin quand j'y suis allé, il me dit, bah je peux vous recevoir. Enfin, il dit, j'ai pas de place.
sauf une place cet après-midi à 14h. Donc il dit soit vous pouvez vous libérer, soit c'est pas possible. Sinon ça attendra le retour de mes collaborateurs qui sont en congé. Et en fait moi j'avais rendez-vous à 14h avec un client à l'époque, et en fait je l'ai appelé, je lui ai dit bah écoutez j'ai un empêchement, je peux pas assurer le rendez-vous. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis allé à l'agence bancaire. Il y a prescription maintenant, je peux en parler. Donc je suis allé à l'agence bancaire, j'ai fait le rendez-vous avec le directeur d'agence qui a accroché au projet. Lui, ça lui posait pas de problème qu'il y avait que mon papa avait que 1% départ sur la SCI. Donc voilà, il m'a suivi. J'ai mis dans ce projet quasi 18 000 euros d'apport. J'ai pu avoir un financement de 189 000 euros. Donc le prix du bien, c'était 186 et j'ai demandé 3 000 euros de travaux. Voilà, s'il y avait des bricoles à faire. Toujours sur 20 ans. Et puis à l'époque, ce projet, ça me coûtait 895 euros par mois, donc d'échéance de prêt, pour 1370 euros de revenus, qui étaient répartis sur 3 apparts. Voilà, il y avait un T2, un T3, un T4. Et aujourd'hui, cet immeuble, il me rapporte un peu plus de 2000 euros par mois, car j'ai le T4 qui s'est libéré, donc j'avais fait un peu de travaux et je l'ai reloué plus cher. Et le T2 s'est libéré, et lui, je l'ai mis en location courte durée. Et on augmentera à nouveau les revenus lorsque le T3 il va se libérer. Et cet immeuble, aujourd'hui, il vaut à peu près 220 000 euros. Donc, ça fait une belle culbute, à mon sens. Et en fait, voilà, ça en découle donc l'année 2022, où j'ai fait l'achat de cet immeuble. Parce que voilà, j'ai signé le compromis fin 2021, mais le temps que j'obtienne mon crédit, le temps que le propriétaire fournisse tous les documents au notaire, etc., j'ai signé, je crois, c'était en avril 2022. Et c'est au même moment où j'ai changé d'employeur pour faire mon gap de salaire, là, ce que je disais tout à l'heure. Donc je gagnais 1000 euros de plus par mois, quasiment. Et je m'étais remis en tête de racheter une RP. Parce qu'en fait, à l'époque, je m'étais dit, bah ok, j'achète cet immeuble et en fait, je viens m'endetter au taquet. Je pourrais plus faire d'investissement à l'instant T. Et vu que j'ai changé d'employeur, que j'ai gapé, et ben bim, je pouvais de nouveau réemprunter. Et je traînais un peu à acheter cette résidence principale. Je trouvais pas forcément, ou en tout cas, je me battais pas trop pour. Je m'étais fixé un secteur et je voulais pas dépasser ce secteur. Toujours voilà, du côté de Lyon, je voulais pas changer. Et en fait, j'ai fait une soirée avec mon ami Tony du podcast Une vie de liberté et les gentlemen investisseurs. En fait, il a organisé une soirée, je crois que c'était à Montbrison à l'époque, une soirée IMO avec d'autres investisseurs. Et je le remercie à nouveau pour cette soirée parce que ça m'a boosté en fait de rencontrer d'autres investisseurs et ça m'a reboosté encore à nouveau. Et le lendemain, je suis arrivé 1 heure plus tôt au boulot. J'ai poncé toutes les annonces, j'ai élargi ma zone de recherche et j'ai trouvé une dizaine de logements qui correspondent à peu près à mes critères. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné les visites pour enfin trouver une autre résidence principale. Donc ça, c'était fin 2022 dans l'Ouest lyonnais. Voilà, un petit T1 bis avec une mezzanine. Et en fait, on dit toujours dans l'immobilier, il faut pas de coup de cœur. Moi, j'ai eu un coup de cœur à l'époque pour ce logement, mais un coup de cœur LCD. Je vais m'expliquer. En fait, voilà, je trouvais que c'était un beau logement. Je disais ouais, super. Mais moi, c'était juste pour me loger pour 2 à 3 ans en résidence principale. Et après, je m'étais dit, soit je revendrais, soit je louerais. Et en fait, là, quand je suis arrivé, j'ai vu le potentiel. Je me suis dit, mais ça fera une super location courte durée le jour où ce sera plus ma résidence principale. Donc, feu gaz. Donc là, pas de négo pour ce bien parce qu'il était au prix. Donc, je l'ai acheté 142 000. Il était refait à neuf par des marchands de biens. Il y avait un super DPE, je crois que c'était DPEC. J'ai emprunté 151 000 euros à l'époque, donc 9 000 euros de plus. Voilà, pour tout ce qui était, on va dire, travaux de finition et aménagement. Voilà, c'était pour finir la cuisine, les dressings, etc. Donc, crédit que j'ai fait à l'époque, c'était sur 25 ans, c'était la résidence principale. J'ai mis un apport de 13 000 et aujourd'hui c'est un logement qui m'a coûté 151 et qui est valorisé à peu près je dirais entre 155 et 160 000 et et en fait ce logement c'est resté ma résidence principale un peu moins d'1 an. J'avais prévu 2-3 ans mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est lié à mon année 2023 et donc j'enchaîne sur 2023. 2023 en fait j'ai rien acheté. Pourquoi? Parce que j'ai 3 logements qui étaient loués, qui se sont libérés, dont 2 avec des travaux. Donc ça m'a occupé 5-6 mois de l'année parce que les travaux, c'est mes parents et moi qui les avons faits. Donc tous les week-ends, c'était travaux. Et surtout, moi 2023, j'ai rencontré ma chérie fin 2022 et à l'été 2023, je l'ai rejoint dans ma ville d'origine parce qu'elle habite ma ville d'origine et je faisais la route. On est repassé en location et je faisais la route matin et soir.
Donc ça me faisait 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. J'avais 1 heure de sport aussi tous les soirs. Ça, plus les 3 logements qui se sont libérés avec les travaux, etc. Voilà. 2023, j'ai changé d'employeur au final. J'ai trouvé un employeur à 5 minutes d'où j'habitais. Et puis, sportivement parlant, j'ai eu aussi un bon défi parce que c'est l'année où j'ai fait mon marathon. Donc, il y a eu 3 mois de préparation avec, c'était 3 sorties par semaine. Donc, ça faisait à peu près 4 heures de sport, de course à pied par semaine, plus moi, mes 3-4 heures de sport habituel parce que je fais énormément de sport. Donc voilà, ça a été éprouvant, mais on n'a rien lâché sur cette année 2023. Voilà, j'ai fait le marathon en 3h45 d'ailleurs. Et puis du coup, mon ancienne résidence principale, c'est devenu une location courte durée qui me rapporte aujourd'hui 1 500-1 600 euros par mois pour 590 euros de mensualité. Et c'est là où il y a eu pas mal de changements aussi. Je me suis fait accompagner par un avocat fiscaliste avec qui on a décidé de créer une SAS de sous-location. Donc voilà, j'ai 2 SCI là, à l'instant T plus une SAS. Donc on a créé cette SAS et elle me loue 3 de mes logements. Donc 2 logements que je détiens en nom propre et un dans ma SCI. Et en fait, c'est ma SAS qui encaisse mes loyers Airbnb. Et moi, en nom propre, j'encaisse des loyers qui viennent de ma SAS. Donc voilà, j'ai fait ce montage fiscal avec mon avocat fiscaliste. Donc ça coûte du pognon, je vous le cache pas. Déjà pour les frais de création de société, pour les frais de bail dérogatoire, machin, etc. Et puis pour tous les conseils que ces personnes-là peuvent nous donner. Mais par contre, on va dire au vu de ce qui arrive là, les réformes fiscales sur le LMNP, LMP, etc. On va dire que je suis pas déçu d'être passé par lui et d'avoir payé. Et en fait, l'idée de cette SAS, c'est d'aller chercher d'autres logements en sous-location et ça, c'est en cours. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus vu que ça a été la course. Et puis s'ensuit cette année, qui est l'année 2024 où j'ai tapé fort. Alors taper fort, attention à mon sens. Il y en a pour qui c'est pas grand-chose, mais pour moi c'était très très fort. Donc j'ai acheté une nouvelle résidence principale avec ma chérie. Donc comme je l'ai détaillé dans le podcast précédent, c'était une anomalie de marché. On l'a payé 169 000 et alors qu'elle vaut au moins 190 000 sans faire de travaux dedans. Donc nous on a emprunté 190 000 sur 25 ans sans apport. Voilà, la banque nous a financé les frais de notaire, les frais de bancaire et même 5 000 euros de travaux. Et c'est une maison qui, une fois les travaux terminés, vaudra autour de 220-230 000 euros. Et dans laquelle on va rester quelques années. C'est vrai que moi j'ai pas mal bougé pour la banque pour le volet salarial. Je crois que j'ai bougé 10 ou 11 fois. Donc voilà, l'idée c'est de se poser un peu. Et puis derrière avec mon associé et ami, on a acheté un nouveau locatif, un petit immeuble de 2 lots qui était affiché à 245 000 qu'on a négocié à 195, donc plus de 50 000 euros de négo. Sur ce projet, on a fait 35 000 euros d'apport, dont 15 000 euros pour moi. Et c'est un projet global à 345 000. Nous, on a emprunté 312 500 sur 20 ans. Donc ça nous fait 1 930 euros par mois d'échéance. Et une fois que les travaux seront finis, c'est quelque chose qui va nous rapporter 3 500 euros par mois. Donc ça fait un beau cash flow. Et cet immeuble, il était composé de 2 lots, un T2 qu'on va transformer en T3 et un T4 qu'on va transformer en T5. Et valeur de revente potentielle une fois les travaux terminés, on est fourchette très très basse 375 000, et fourchette normale haute, on est autour de 400. Donc voilà un petit peu mon parcours d'investisseur actuel. J'ai fait le bilan et je me suis rendu compte des choses suivantes. Voilà, en fait, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais quasiment levé presque 945 000 euros de financement, auquel on ajoute les 170 000 de ma première résidence principale. Donc je trouve ça incroyable. Derrière, j'ai aujourd'hui un patrimoine qui est valorisé environ 1,1 million pour environ 900 000 euros de capital rescendu. Avec tout ce que j'ai fait en 2024, c'est certes, j'ai 2 achats qui ont été faits en association à 50-50, mais c'est quand même incroyable. Et tout ça réparti sur 8 logements loués plus ma résidence principale. J'ai fait le calcul aussi, et ça, c'est pas négligeable. J'ai mis quasi 65 000 euros d'apport dans mes divers projets.
juste sur les frais de notaire et les frais bancaires. Ça concerne même pas les taxes foncières, hein, parce que la plupart d'entre vous investissent, mais pour ceux qui le savent pas, quand on signe un bien chez le notaire, le jour de l'achat de notre bien chez le notaire, on nous demande en fait de payer la taxe foncière au prorata. Donc moi, voilà, je dirais, je valorise ça à peu près à 6-7 000 euros. Donc c'est vrai que ça fait au total, voilà, quasi 70 000 euros d'apport sur tous mes projets avec les taxes foncières. Tout ça en partant de rien, sans héritage, sans argent. Voilà, parce que mes parents en avaient pas, donc j'avais pas de choix. Et en fait, j'aimerais un petit peu détailler comment j'ai pu épargner autant d'argent. Alors la première raison, c'est que je suis parti moi de chez mes parents. J'avais 15 000 euros d'épargne. Alors comment j'ai fait? Voilà, comme je vous le disais, moi mes parents ils m'ont rien donné. Enfin, ils m'ont rien donné. Ils m'ont peut-être donné 1000 ou 1500 euros. Voilà, c'est des fonds qu'ils avaient économisés depuis que j'étais tout petit. Mais c'est surtout que pendant mes études, j'ai été livreur de pizza. Donc j'ai pas mal épargné sur mes salaires de livreur de pizza. J'ai fait ça pendant 3 ans. Donc voilà, tous les hivers, quand il faisait -5, -10, j'étais sur ma petite brelle en train de me cailler le cul pour aller livrer mes pauvres pizzas. Et puis en été, quand il faisait 40 degrés, bah, j'étais toujours sur ma mobilette en train de suer. Mais bon, voilà, après, on n'a rien sans rien. Et puis derrière, surtout, j'ai fait mon alternance chez mes parents, pendant laquelle je touchais 1100, 1200 euros par mois. Et un petit fait important et marrant aussi, et ça, je remercie énormément mon papa, c'est qu'à l'époque, sur les 1100, 1200 euros que je gagnais, il me disait, bah, très bien, tu mets 800 euros de côté par mois. Donc moi, au début, je gueulais, je disais, mais attends, papa, je touche 1200, je vais pas mettre 800, j'ai envie de profiter à côté, les soirées étudiantes, j'ai envie de m'acheter des trucs, machin. Il m'avait dit, bah écoute, je te laisse deux solutions. C'est soit tu restes chez moi, enfin chez nous, donc ma mère et lui, tu mets 800 euros par mois de côté, soit donc en contrepartie, voilà, on te nourrit, loge, blanchit, etc., comme c'était le cas jusqu'à présent. Soit si ça te va pas, bah tu prends un appartement. Et dans ce cas-là, bah tu feras ce que tu veux de ton argent. Et en fait, sur le coup, je me suis dit putain, mais attends, je vais pas aller habiter en dehors de chez mes parents alors que ils habitent à 5 minutes de là où je bosse, ils habitent à 5 minutes de là où je vais en cours. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait sur le coup? J'ai écouté mon papa. Donc, bah, j'ai bien fait parce que du coup, suite à ça, en mettant voilà de côté 800 euros par mois, plus toutes mes primes, mon intéressement, mes participations, etc., bah, j'ai mis 15 000 balles de côté. Donc, en fait, je suis parti de chez eux quand j'ai été embauché définitivement avec 15 000 balles. Donc, c'est pas négligeable parce qu'il y en a, ils partent de chez eux, ils ont peanuts. Donc, là-dessus, je remercie mes parents de m'avoir forcé à épargner. Ensuite, mon épargne a été aussi constituée de la revente de ma première résidence principale. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu récupérer avec le capital amorti à peu près 20 000 balles. Et puis derrière, surtout, pas mal d'épargne mensuelle de mon salaire, de mes primes, de mon intéressement, de ma participation, etc. Donc pas mal de sacrifices, pas mal, enfin pas d'achat de coup de cœur, pas d'achat inutile, pas d'achat de voiture. Alors que j'aime bien les voitures. Hein. Pour la petite anecdote, j'ai 31 ans et je roule encore avec la voiture sur laquelle j'ai fait ma conduite accompagnée, la voiture que mes parents m'ont offert. Donc c'est une petite 206 voilà qui est tout éclatée, qui me coûte rien parce que dessus j'ai pas de crédit, j'ai pas d'entretien. Je paye que les pièces parce que mon papa il a bossé 20 ans en mécanique. Donc en gros, hormis les pièces, elles me coûtent peanuts. Et bien évidemment, hein, j'aimerais acheter une plus belle voiture, mais voilà, tant que j'ai pas ce que je veux en termes d'immobilier et aussi en termes de liberté financière, car voilà, moi mon but premier c'est de me libérer de mon job, bah on continuera à faire des sacrifices. Et ça me fait penser à un livre que je lis en ce moment, donc un livre que j'avais déjà lu à l'époque et que je relis à l'instant T, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins, qui parle des 5 clés de la richesse et du bonheur. Et une des clés de la richesse, il dit qu'il faut apprendre à maîtriser la frustration, car c'est indispensable à la réussite. Et moi, je me rends compte que, bah voilà, c'est une des qualités que j'ai toujours eues, grâce à mes parents, qui m'ont transmis le goût d'épargner, pour un but ou non, hein, parce que voilà, moi j'épargne principalement pour investir dans l'immobilier, mais au début, j'avais pas forcément pour vocation à investir dans l'immo. Et en fait, j'épargnais juste pour me dire j'ai une épargne de sécurité. Et puis voilà, c'est très fort, c'est ancré en moi. Ils m'ont aussi appris à pas dépenser plus que ce que je gagne. Alors, ça peut faire rire certains et ça peut paraître bête, mais moi, pour avoir géré des milliers de clients, euh, voilà, dans le volet bancaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est triste, mais c'est la réalité.
hein, malheureusement. Et maintenant, bah, voilà, c'est intégré en moi. C'est tellement fort, j'ai toujours épargné et je continuerai toujours. Et puis même pour revenir voilà, à ma 206 et aussi le fait que beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens, il y a quelque chose que mes parents m'ont aussi appris, c'est de pas craindre le regard des autres. C'est vrai que ma maman, elle vient d'un milieu très défavorisé, donc elle a subi pas mal de moqueries, pas mal de choses à ce niveau-là. Et ils m'ont toujours transmis ça dans leur éducation. Et c'est vrai que moi, de rouler en 206, surtout là à 31 ans, ça m'a valu pas mal de remarques, de moqueries ou même d'incompréhension de pas mal de gens. Hein. C'est vrai qu'on me dit tout le temps, bah t'es banquier, putain, tu gagnes très bien ta vie, en plus t'as plein d'appart et tout, et tu roules encore dans une voiture qui vaut même pas 1000 balles. Et en fait, moi, les moqueries, je m'en tamponne. Ma priorité, c'est ma liberté, pour laquelle j'ai fait pas mal de sacrifices et pour laquelle je continuerai de faire des sacrifices. Et c'est vrai qu'acheter une voiture pour paraître riche, ça m'intéresse pas. Voilà, surtout que moi je le vois en banque, il y a 2 tiers des véhicules qui sont financés à crédit. Donc en fait, on n'est même pas propriétaire de son véhicule, c'est la banque qui le détient. Donc moi en fait, je vais être riche pour de vrai. Donc pour l'instant, les seuls crédits que je fais, c'est pour acheter le Nimo. Donc voilà, un petit peu petit aparté, je divague. Et puis aussi, je voulais parler d'une chose spécifique qui est liée à l'immobilier. C'est quelque chose que j'adore aussi. En fait, avec l'immobilier, on s'enrichit sans s'en rendre compte. Donc moi, voilà, je m'enrichis en épargnant mon salaire, c'est un fait. Sauf que on est vite limité à notre salaire. Et ce que j'aime bien avec mes appartements, c'est que je m'enrichis de 2 façons différentes. De une, je m'enrichis avec le capital que je rembourse chaque mois. En fait, ça c'est de l'épargne qui est cachée. Mais voilà, chaque mois on rembourse du capital et chaque année ça fait un beau pécule. Et puis quand on fait des investissements qui soient rentables, on s'investit. Donc ça c'est la deuxième façon de s'enrichir. Voilà, c'est le cash flow. Voilà, je m'enrichis moi grâce au capital que je rembourse et grâce au cash flow que je gagne tous les mois grâce à mes biens. Voilà, le cash flow que j'encaisse en nom propre, le cash flow que j'encaisse dans mes SCI, le cash flow que j'encaisse dans ma SAS. Donc là, à l'heure actuelle, en nom propre, j'ai quasiment plus de cash flow. J'ai fait le choix on va dire, de me payer des loyers très très corrects, que je pourrais louer mes apparts plus cher à ma SAS, mais voilà, je préfère que ce soit ma SAS qui encaisse, voilà, dans le but de faire pas mal de trésors et puis de voir ce que je fais de ce trésor un jour. Mais bon, double effet qui se coule de l'investissement immobilier. Voilà, j'adore. Et puis ensuite, eh ben voilà, pour clore, enfin voilà, on a clos ce sujet investissement immobilier. Je pose toujours à mes invités plusieurs questions. Donc les 3 dernières questions là, que je leur pose, je vais me les poser à moi aussi. Donc mes passions, moi, c'est passer du temps en famille. J'ai une autre passion qui est le voyage. Voilà, à mon sens, je trouve que j'ai pas mal voyagé. Voilà, j'ai fait Rome, j'ai fait Venise, j'ai fait les Dolomites, j'ai fait Londres, Marrakech, Essaouira, Tenerife, Barcelone, Majorque, Porto, Lisbonne, Split, Dubrovnik, Bruxelles, Amsterdam, Bali, New York, Prague. Et là, à venir pour 2025, j'ai Cardiff, Afrique du Sud et d'autres. Donc c'est vrai que je voyage pas mal. Je voyage en couple, je voyage avec des amis aussi, et je voyage seul même. Et puis pour la partie voyager seul, j'adore parce que en voyage, on apprend énormément de choses déjà sur les autres. Voilà, on apprend d'autres cultures et on apprend énormément sur nous-mêmes. Surtout en voyageant seul parce que voilà, quand on va dans d'autres pays comme ça où il faut parler une autre langue, quand on part avec quelqu'un qui est déjà bilingue ou qui sait déjà parler l'autre langue, et ben en fait on se repose un petit peu sur lui. Et moi ce que j'adore quand je pars tout seul, c'est que du coup bah j'ai pas le choix. En fait, je suis obligé de parler la langue, je suis obligé de faire l'effort d'échanger avec les gens. Et puis ça me permet aussi de rencontrer plein de gens, donc j'adore. Après, une autre de mes passions, le sport en règle générale. Donc moi, mon sport favori, c'est le fitness ou la musculation. Je le pratique depuis 14 ans. En fait, à l'époque, j'avais attaqué, je faisais de la boxe. Euh, J'avais un bon petit niveau et mon entraîneur m'avait dit, si tu veux taper plus fort, il va falloir que tu t'épaississes, et si tu veux t'épaissir, il faut faire de la muscu. Donc j'avais attaqué la muscu et en fait l'amour fou. Pourquoi? Parce que bah, j'adorais ça, le fait de soulever des charges, le fait d'augmenter les charges, le fait d'évoluer physiquement. Et je me souviens, j'ai même arrêté la boxe à l'époque pour me consacrer exclusivement à la muscu. Et ce que j'adorais, c'est que voilà, les sports collectifs ou même les autres sports, il y a un horaire qui est imposé. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours un emploi du temps qui était changeant. Donc des fois, voilà, je rentrais chez moi, je sais pas, à 16 heures, il fallait ressortir à 20 heures ou 21 heures pour aller à l'entraînement, c'était pénible. Alors que la muscu, ce qui est top, c'est que à partir du moment où on a une salle de sport
que ce soit à la maison ou que ce soit une vraie salle de sport, ben voilà, on peut s'entraîner. Donc moi, je me suis entraîné à tout horaire. À une époque, je faisais un peu d'insomnie, donc des fois, je m'entraînais, c'était 2 ou 3 heures du matin pour aller me crever et pour aller dormir. Je me suis entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup les matins à 5h30, 6h pour parce que je savais que j'allais avoir des grosses journées au niveau du boulot et que je pouvais pas m'entraîner. Donc j'allais m'entraîner avant. Là, en ce moment, vu que j'ai des journées qui sont très très chargées au niveau du boulot, au niveau des travaux de la RP, bah, je m'entraîne les midis. Et puis voilà. Et puis sinon on peut s'entraîner le soir. Donc je trouve que c'est top. Puis à côté de ça, voilà, je fais plein de choses. Je fais un peu de badminton de temps en temps, un peu de rando, pas mal de courses à pied. Voilà, comme je le disais, j'ai fait un marathon. C'était un gros objectif pour moi. J'ai fait un triathlon taille M aussi. Et puis là, à venir, j'ai un gros trail. Donc j'en parlerai prochainement. Mais voilà, un beau défi que je me suis fixé. Pour cette année 2024 aussi, je devais faire au mois de juin 2024 le Mont Blanc. Donc c'était calé depuis l'année 2023. Mais le guide a annulé 36 heures avant à cause de la météo. Donc ça, j'en ai pas parlé parce que ça a été un gros coup dur pour moi. Une très grosse déception. En fait, de pas pouvoir le faire parce que c'est vrai que je devais le faire avec un copain. Et quand le guide nous a appelé 36 heures avant, c'était grosse déception et beaucoup de remise en question. Mais en fait, j'ai pris du recul et et au final, bah c'est pas grave. Hein, on a reprogrammé ça sur l'année 2025. Vous voyez, hein, toujours des objectifs sportifs. Et donc là, une belle année 2025 à venir au niveau des sports. Et moi, je me sens vivant qu'en me surpassant. Donc voilà, j'adore ça. À côté de ça, en passion, j'aime lire aussi. C'est vrai que quand j'étais à l'école, je détestais lire. Toutes les fiches de lecture qu'on devait faire, les résumés de bouquins, etc. Bah c'est simple, hein, j'ai jamais lu un bouquin à l'école. J'ai peut-être lu des passages ou des moitiés, mais en fait tout le reste, j'allais sur Google, sur Wikipédia, etc. Et en fait, bah, je trichais, je faisais des résumés comme ça. Et, euh, et en fait, un peu quand je suis tombé dans l'IMO, je suis tombé aussi dans le dev perso, je suis tombé dans les formations, etc. J'ai commencé à lire en 2019. Et au début, j'ai commencé avec 12 ou 13 livres par an, donc ça faisait à peu près un livre par mois. Voilà, mes proches étaient ébahis, surpris, parce que avant je lisais pas du tout, et même au contraire, je disais mais c'est quoi l'intérêt de lire? Et en fait, j'ai adoré ça. Alors moi, c'est principalement du dev perso, ou alors beaucoup de romans, mais dans lesquels il y a du dev perso. Je pense notamment au livre, c'est mon auteur préféré, Laurent Gounel. Sinon, j'avais adoré la trilogie des guerriers pacifiques. Ça d'ailleurs, si vous voulez les lire, je vous les conseille. Donc voilà, j'ai commencé par ça, voilà, 12-13 livres par an, ensuite 25. Il y a même une année où j'ai lu, je crois, 55 livres. Et puis là, cette année, je serai à peu près une quinzaine de bouquins sur l'année 2024. Donc la lecture m'apprend plein de choses, ça me cultive, donc j'adore. Ensuite, autre question que je pose tout le temps à mes invités, mes autres investissements. Donc, on va dire pour la partie un peu plus financière, moi, j'ai fait de la crypto, mais j'ai quasi tout revendu parce que euh, parce que j'avais besoin de liquidité à des moments pour pouvoir emprunter mes biens IMO, et moi, c'était ma priorité. Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu de bourse aussi, mais c'est vraiment dérisoire. Voilà, moi, toute mon épargne, c'était sur de l'épargne dispo, délivrée. Pourquoi? Bah parce qu'à chaque fois, j'ai balancé des apports. Comme j'ai pu vous le dire juste auparavant, j'ai balancé plus de 70 000 euros d'apport, donc voilà. C'est vrai que j'en ai balancé pas mal. Et puis le fait d'avoir ça sur voilà, des actions, pour moi, c'est de l'épargne bloquée. Parce que certes, on peut toujours retirer sur un PEA, sur un compte titre, sauf que quand on retire qu'on est en plus-value, c'est cool. Quand on retire qu'on est en moins-value et qu'on a obligatoirement besoin de pognon, et ben ça fait chier. Et moi, perdre de l'argent, voilà, ça me fait un petit peu chier. Donc voilà. Et puis sinon, j'investis depuis peu, hein, ça fait 1 an et demi dans les montres. Donc au début, j'ai démarré dans des montres voilà qui valaient entre 500, 1000 balles. Et là aujourd'hui, j'ai une petite montre de luxe. Voilà, une petite montre de luxe. Il y en a d'autres à venir. Et en fait, pour moi, c'est des investissements. Pourquoi? Alors, de une, déjà, c'est une passion. C'est vrai que les montres, ça vient de mon papa, qui à l'époque adorait les montres, mais qui avait pas les moyens de s'en acheter. Donc, mais on a toujours parlé montres, et moi, c'est toujours resté. Donc, depuis gamin, j'adore les montres.
Donc de une, c'est une passion. De deux, ça a été la belle montre que je me suis achetée en 2023, ma montre de luxe, ça a été une récompense. De une pour mes 30 ans et de deux pour tout ce que j'avais accompli jusqu'ici. Et puis surtout, ce que j'adore, dans cet investissement, c'est que c'est une réserve de valeur. En fait, si on achète bien, on allie passion, investissement, donc c'est cool, j'adore. Et puis ensuite, investissement sur moi, énormément, j'en ai fait. Et je me suis amusé à faire le calcul. Depuis le début, je suis quasi à 11 000 euros d'investissement sur moi, qui sont répartis de la façon suivante. 3 000 euros dans des formations, que ce soit des formations en immobilier, des formations en développement personnel, en crypto, en gestion des finances. Et derrière, environ 7 000 euros dans des séminaires, des masterminds, principalement avec mes potes les gentlemen. Voilà. C'est vrai que j'ai fait des séminaires avec eux. On a fait du surf, on a fait du MMA, on a fait de la moto, du wakeboard. Et prochainement, je fais même avec eux un séminaire sur l'entrepreneuriat. Et tout ça pour vous dire que c'est beaucoup d'argent dépensé, mais pour moi, c'est de l'investissement. Parce que grâce à tout cet argent que j'ai dépensé dans ces séminaires, plutôt que dans des conneries, attention à mon sens, j'ai pu rencontrer plein de nouveaux amis, dont mon associé, avec qui j'ai fait mon projet cette année, qui est valorisé à quasi 375 000, donc c'est quand même beau. Derrière, j'ai appris plein de choses sur divers domaines. J'ai appris plein de choses sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces séminaires? C'est que j'ai eu énormément de motivation et de coups de boost pour évoluer, financièrement, et grâce aux gens que j'ai rencontrés en séminaire. Et aussi, j'ai pas peur de le dire, grâce à deux personnes, que j'appelle mes mentors, qui sont Tony et Yann. Des personnes que j'adore, qui ont des bonnes valeurs. Donc je peux que vous conseiller d'investir sur vous et dans des événements comme ça. Vous verrez, c'est payant. J'ai balancé 11 000 balles pour derrière avoir levé 1 million, pour avoir un peu plus d'1,1 million de patrimoine IMO. Pour moi, c'est vrai que j'ai déjà échangé avec des gens là-dessus, sur des formations ou des séminaires, des gens qui me disaient putain, mais tu te rends pas compte, 1000 balles pour une formation ou 1500 balles pour un séminaire, c'est indécent. Pour toi, c'est indécent, mais en fait, moi, à mon niveau, quand je vois cet argent investi, ce que ça m'a permis d'obtenir, je trouve que c'est jackpot. Bref, on découle la dernière question que je pose à mes invités, qui est ma définition de la réussite. Donc moi, ma définition à moi, c'est pouvoir profiter de mes proches avant qu'il soit trop tard. C'est pouvoir profiter d'eux pendant qu'ils sont en bonne santé, pendant que moi aussi, je suis en bonne santé. L'argent, c'est bien, mais à mon sens, s'il n'y a pas de pourquoi, s'il n'y a pas de but, ça sert à rien. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est inutile. Ou pour l'étaler, etc. Enfin bref, moi, c'est pas du tout mon but. Moi, mon but, mon pourquoi, pourquoi je veux de l'argent, c'est de une, pouvoir me libérer de mon job, pour avoir plus de temps à consacrer à mes proches, pouvoir leur faire plaisir, et puis aussi me faire plaisir à moi, faut pas se le cacher. Et se faire plaisir sans avoir à compter. Et surtout, je veux pouvoir profiter de la vie à fond. C'est vrai que je veux rencontrer des super personnes, je veux continuer de voyager, je veux continuer d'apprendre plein de choses, je veux continuer de me surpasser au niveau sportif. Et pour tout ça, il faut que je sois en bonne santé. Il faut aussi que je sois libre. Donc c'est vrai que je me soucie pas mal de ma santé. Je fais beaucoup de sport, et puis je surveille mon alimentation depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Moi, je crois que j'ai commencé à 20 ans ou 21 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, donc mon poids n'a pas bougé depuis cette période-là. Mon physique non plus. Au contraire, même, il s'est amélioré. Donc je ne peux que vous conseiller, sans parler, on va dire, du visuel, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Donc ça en est terminé avec mon parcours. C'est vrai que j'ai adoré tourner cet épisode. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, chose que je fais pas souvent. Surtout là, en ce moment, au boulot, où c'est un peu la course, pareil, Comme je le disais, en banque, j'ai toujours remplacé des gens qui étaient en arrêt. Là, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Donc ça m'a permis de prendre un peu de recul, de remettre le nez dans mes chiffres, mes achats immobiliers, mes apports et tout le reste. Et j'ai énormément de gratitude pour tout le chemin que j'ai parcouru. En fait, le but de cet épisode, c'était pas du tout étaler mon patrimoine et me la péter, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera au-dessus de nous. En fait, c'était juste pour vous prouver qu'on peut aller loin, même en partant de rien, sans héritage, sans argent, à partir du moment où on a un but, un pourquoi qui est fort. Et si j'ai un seul conseil à vous donner,
c'est profiter de la vie avant qu'il soit trop tard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on profitera plus tard à la retraite ou quand ce sera le moment. Sauf que la vie, elle passe à une allure. Et en fait, à mon sens, plus tard, c'est trop tard. Donc, pour profiter de votre vie, mettez en place des actions qui vont vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, c'était le mot de la fin. On se retrouve dans 15 jours. Et surtout, voilà, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je suis sur YouTube, donc on s'abonne sur YouTube. On n'hésite pas à aller mettre des notes 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast. Des petits commentaires aussi, on peut le faire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter mes vidéos sur YouTube, des petits j'aime. Et puis voilà, même si YouTube c'est pas votre plateforme d'écoute, que vous m'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, pour me donner de la force, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça m'aidera énormément. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours.